Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce dernier créneau probablement de la journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de race conditions, de comment les détecter et de comment éviter que nos utilisateurs soient furieux à cause de ces problèmes. Je m'appelle Nicolas Dubien et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que par le passé, j'ai connu ce genre d'erreur et que j'aimais pas les avoir en tant qu'utilisateur. Et en tant que dev, je pense que c'est pas très agréable à investiguer. Et donc tout l'objectif de cette présentation va être de voir un petit peu comment on peut traiter une partie des erreurs qui pourraient mener à ce genre de problématiques, qui sont les race conditions. Donc on va se focaliser sur un problème particulier. Pour mieux comprendre ce que j'entends par race condition, on va prendre un exemple réel. Ici, j'étais en train de rechercher des logements sur Paris pour venir à Devox à un moment, sur une plateforme assez connue. Puis finalement, j'ai voulu changer d'endroit parce que je me suis dit pourquoi pas aller sur Londres. Et là, vous pouvez voir que je suis en train de regarder des super trucs à Londres. Il y en a pas mal. Il y avait pas mal de choix. Euh, mais malheureusement, les résultats pour Paris sont revenus et on a un petit problème. J'étais en train de chercher des trucs pour Londres. J'étais en train de regarder ces résultats et malheureusement, j'ai des résultats pour Paris qui sont revenus de nulle part. C'est tout simplement ce qu'on appelle une race condition, ou en tout cas la source de notre problème ici, c'est une race condition. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va chercher à comprendre plus en détail et également à trouver des solutions qui vont nous prémunir de ce genre de problématiques en production. Alors les race conditions, souvent les personnes se disent comme quoi c'est pas forcément très grave, l'utilisateur va pas être très inquiet de la problématique. D'ailleurs, le problème que je vous ai montré juste avant, c'est un problème qu'on voit réellement sur le site que vous avez peut-être pu reconnaître. Et donc, ça pose aucun problème à la majorité des utilisateurs. Ça va poser des problèmes pour certains. Mais il faut aussi se dire qu'il y a d'autres problèmes un peu plus graves avec les race conditions. Je suis tombé là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur des machines pour effectuer des traitements thérapeutiques. Et malheureusement, l'interface utilisateur, donc c'était une interface utilisateur aussi dans ce cas-là, il y avait une race condition qui faisait qu'on faisait des overdoses sur certains clients. Donc les résultats n'étaient pas super. Et donc les race conditions, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un vrai problème, ça peut causer des vrais problèmes réels dans la vie de tous les jours. Et donc on va en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Dubien. Je travaille pour une société qui s'appelle Pigment, je vais en parler un tout petit peu parce que ça rentre en relation avec ce talk. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. À Pigment, je travaille sur un logiciel de business planning. Qui dit business planning dit données financières. On a également du temps réel, parce qu'on est sur une application moderne. Et nos clients vont se servir de ces données financières pour faire des choix impactants pour leur business. Pour faire des choix impactants, ça veut dire que s'il y a des erreurs dans les chiffres, ils ne vont pas être contents. Ils vont avoir des vrais problèmes. Et donc là, mon objectif en tant que software engineer à Pigment, c'est de faire en sorte qu'on n'ait aucun souci pour nos clients et que les chiffres qu'on leur montre soient toujours corrects, ou du moins qu'on soit en mesure d'arriver à un moment vers des données viables et valides. Vu qu'on parlait de race condition, la partie principale, déjà, c'est de comprendre ce qu'est une race condition. Donc, une race condition, c'est une condition sous laquelle un système, dépendant d'événements, va avoir une séquence d'événements incontrôlés. La partie qui m'intéresse dans cette définition qui vient de Wikipédia, c'est séquence d'événements non contrôlés. Ces séquences d'événements non contrôlés, on les retrouve assez fréquemment dans nos applications. Je vais prendre l'exemple d'un front, mais ça marche également sur une application back-end. Sur une application front, on va avoir des user input, on ne contrôle jamais quand l'utilisateur ou l'utilisatrice va rentrer quelque chose dans notre interface, et on ne contrôle encore moins quand notre back-end va nous répondre. Le back-end va pouvoir nous répondre 10 secondes plus tard, 20 secondes plus tard. Au même titre, côté back-end, vous avez exactement les mêmes problématiques. Vous ne savez pas quand vous allez recevoir une requête API, vous ne savez pas quand vous allez récupérer un retour de votre base de données. Et donc, toutes ces problématiques sont à l'origine de potentielles race conditions. Potentiellement, il n'y en a pas, vous les gérez comme il faut. Potentiellement, elles sont critiques pour votre produit et vont être source de problèmes en production. Afin de mieux comprendre comment ça marche, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je regardais des logements à Paris. Donc finalement, j'étais en train de regarder des logements à Paris. Donc en tant qu'utilisateur, voilà, j'ai fait une action. Cette action a probablement donné lieu à un appel vers une API de la plateforme en question pour récupérer ces logements à Paris. À un moment dans le temps, j'ai récupéré des résultats pour ces logements à Paris. J'ai ensuite fait une requête pour des logements à Londres. Pareil, même pattern, la requête part et je reçois des résultats. Ils ne voulaient pas venir ceux-là. Malheureusement, les résultats pour Paris, c'est eux qui ne sont pas venus tout à l'heure.
Ils ne sont pas venus à cet endroit-là, ils sont venus un tout petit peu plus tard, ils sont venus à ce moment-là. Et dans le code du site qu'on a pu voir tout à l'heure, ça crée une problématique qui fait qu'on va passer des résultats de Londres, qui étaient vraiment ceux qu'on voulait avoir en dernier ressort, à nos résultats pour Paris. Et donc ça, c'est une cause de race condition. Afin de voir un petit peu comment on peut traiter un peu plus ces problèmes, se les éviter, ne plus les avoir dans nos applications, on va prendre un exemple assez simple. Mon exemple, ça va être un exemple basé sur une application en React. Tout ce que je vous présente ici est applicable en dehors de la stack React plus JavaScript. Ça pourrait s'appliquer à tout autre stack techno, que ce soit du Java, du C#, du C++. Il suffit je vous montrerai, on va utiliser un outil tout à l'heure. Il y a des outils comparables dans chacune des technologies. Je prends un exemple en JavaScript, mais toute la philosophie qui va être présentée là s'appliquerait à toute stack. On va prendre donc un champ d'autocomplétion écrit en React. Un champ d'autocomplétion, c'est quelque chose comme ça. Nos utilisateurs vont pouvoir taper des valeurs dans le champ pour trouver des lieux, et on va leur proposer à la volée des endroits où aller. Donc on va taper le L, ça va lancer une requête API la plupart du temps, et dès qu'on a le résultat de cette requête, on la montre immédiatement à nos clients. Donc ça permet d'avoir un champ intuitif comme ça, où on n'a pas tout loadé dans le front immédiatement. Alors pour écrire ce genre de composants en React, je vais creuser un petit peu, vous montrer un petit peu le code. Donc là, c'est un code sommaire qui répond à ce besoin. Donc on a un autocomplete qui va prendre une propriété qui est suggestion form. On va zoomer sur certaines parties. Donc notre champ, il possède une query. Cette query, ça va être la requête que l'utilisateur va retaper. Cette query, elle va être utilisée pour remplir un input. Et à chaque fois que l'utilisateur ou l'utilisatrice va jouer avec cet input, on va appeler une fonction updateQuery. Parlant de cette fonction, la fonction updateQuery, la voilà. Donc la fonction updateQuery, elle prend une query, donc qui est la nouvelle query de notre utilisateur. La première chose qu'elle va faire, c'est mettre à jour un état. En React, dès qu'on met à jour un état, on va re-rendre le composant, ce qui va faire qu'on va repasser dans toute la chaîne au-dessus et avoir notre input qui va être mis à jour avec cette nouvelle valeur. Juste pour le détail à propos de React. Le premier cas qui va nous intéresser, c'est le cas où on n'a pas de requête. Pas de requête, choix produit qu'on a fait dans le cadre de cette présentation, on ne va pas avoir de suggestion. Donc on reset notre tableau de suggestion. Et le deuxième cas va être un peu plus intéressant, c'est celui qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est on va appeler une API, suggestion for, qui nous a été passée en props, donc potentiellement elle peut venir par de l'injection de dépendance, elle peut venir par n'importe quel autre procédé qui vous viendra en tête. En tout cas, on a une fonction suggestion for qu'on va appeler, qui est asynchrone et qui prend une query. On va attendre cette fonction, on va attendre les résultats de cette fonction, et dès qu'on les a, on va les mettre dans un état qui s'appelle suggestion. Cet état, on va le montrer à l'utilisateur. Donc, comme tout à l'heure, dès qu'on a des suggestions, on update notre état et cet état va créer un re-rendu du composant. Qui dit re-rendu dit qu'on va voir nos suggestions à l'écran. Donc, notre utilisateur va voir les suggestions. Vu qu'on est sur une problématique de comment voir les race conditions, on s'intéresse à comment les voir, on va se poser la question de les tester pour voir un petit peu comment notre composant réagit à un cas nominal d'utilisation. Donc on va écrire un test. Là encore une fois, on utilise une stack JavaScript, donc je vais tester mon composant en JavaScript. On pourrait très bien faire ce genre de test avec une autre stack si on le souhaitait. Donc là, j'utilise une stack JavaScript, donc j'ai créé un test avec Jest. Ce test, il va commencer par préparer les données. Dans la préparation des données, on va se donner un set de résultats possibles, qui vont être Apple, Banana, Orange et Pineapple. On va stubber notre API. On ne souhaite pas, dans le cas du test, appeler un vrai backend. On va appeler un faux backend qui va mimiquer de près ou de loin, on va dire plutôt de près dans ce cas-là, le comportement réel du backend qu'on aurait attendu. Ensuite, on va se donner une requête utilisateur, N à N. Et étant donné cette requête, la fonction de filtre qui est juste au-dessus et les résultats potentiels, on voit que le résultat attendu, ça va être banana. Donc ça nous permet déjà de préparer notre set d'entrée pour notre test. C'est la partie arrange pour les gens qui écrivent leur test avec la règle des 3A. Ensuite, on a la partie qui va s'intéresser à exécuter le test. Vérifier que le test, exécuter plutôt le test, exécuter notre fonction. Donc notre fonction ici, c'est un composant, donc on va s'amuser à afficher ce composant. Et ce composant, on va jouer avec, on va entrer des clés utilisateurs. Donc notre utilisateur va taper une lettre par une, donc c'est pour ça qu'on a un petit delay de 1 plutôt. Ce delay va permettre de simuler un vrai comportement utilisateur dans lequel l'utilisateur va taper une lettre, donc N, puis A, puis N, et voilà, on va attendre que cette entrée utilisateur soit faite. Et à la fin, on va vérifier qu'on ait bien les résultats attendus. Qu'est-ce que ça veut dire, résultat attendu? Ça veut dire que tout d'abord, on a uniquement les suggestions qui nous intéressaient, pas plus, pas moins. Donc uniquement banana, pas une de plus, pas une de moins.
Et l'autre besoin qui nous a été remonté par notre équipe de PM a été également d'être appelé, d'être au plus rapide possible, donc de faire un appel pour les suggestions à chaque fois qu'il y a une clé qui est tapée. Donc on va avoir un appel pour N, un appel pour NA, un appel pour NA. On va pouvoir lancer ces tests, on a écrit des tests, autant en profiter. Et malheureusement, ils passent. Alors là, c'est tout le problème du talk à cet endroit-là. Si je m'arrête à cet endroit-là, on a un problème parce que c'est pas très intéressant de parler de race condition et de ne pas avoir de problème à cet endroit-là. Donc on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans notre test. Dans notre test, on a un utilisateur qui va taper. L'utilisateur va taper une chaîne de caractères qui est N à N. Ce qui va se passer dans notre test, c'est que l'utilisateur tape N. Ensuite, on va avoir un appel API qui va partir pour N. L'utilisateur va taper A. Un deuxième appel API va partir pour NA. L'utilisateur va taper N. Vous avez suivi, vous voyez là où je vais en venir. Et un peu comme tout à l'heure, les requêtes, elles peuvent venir dans un ordre qui nous plaît. Donc admettons qu'on ait la requête pour NA qui commence à arriver. Dans ce cas-là, si vous vous rappelez des résultats possibles qu'on avait setupés au début de nos tests, on aurait banana. Ensuite, on a la requête pour NaN qui revient. Pourquoi pas? Même chose, banana, le seul résultat qui revient. Et ensuite, on a la requête pour N tout seul. Et dans ce cas-là, on a banana, orange et pineapple. Le problème qu'on a ici, c'est que dans notre code, on n'a jamais géré ce cas-là. Et en fait, à cet endroit-là, ça va peut-être poser un petit problème. Et pourquoi notre test n'est pas passé au rouge jusque-là? C'est tout simplement que dans notre test, on n'a pas dit qu'il fallait mettre dans cet ordre-là, ou plutôt notre test, on lui a dit de les mettre dans l'ordre d'appel indirectement. On l'a fait implicitement. Pour un utilisateur, ça ressemble un peu à ça. On a tapé Paris et on a Londres, ce qui est plutôt embêtant, sachant qu'on ne va jamais retomber vers les résultats de Paris. Donc là, c'est plutôt frustrant. En termes d'utilisateur, ça peut être encore plus frustrant que ça. Vous pouvez imaginer un input qui se comporte comme ça. Donc vous êtes en train de prévoir de prendre un logement, donc de louer, de rentrer vos codes bancaires à un moment. Et vous avez un input qui se comporte de manière assez spéciale. On parle juste d'un input, on n'est pas en train de parler des codes de carte bleue à cet endroit-là. Donc vous pouvez peut-être avoir des doutes sur la plateforme en question et ne pas vouloir aller plus loin dans le procédé de location dans ce cas-là. Et donc on a potentiellement un input qui se comporte comme ça avec l'exemple que je vous ai montré. Donc la question c'est qu'est-ce qui manque dans ce test? Qu'est-ce qui fait que notre test n'a pas été capable de couvrir ça? En fait, notre test, il n'a pas couvert ce cas en particulier. Vous pouvez le lancer autant de fois que vous voulez en JavaScript. Vous verrez que vous tomberez toujours sur un test qui va passer avec le test que je vous ai montré avant. Ce qu'on a écrit dans notre test sans le vouloir, c'est que nos requêtes vont être résolues les unes après les autres. Donc on aura en premier la requête pour N, puis la requête pour NA, puis celle pour NaN. Ce qui fait que ça passe, parce que finalement nos requêtes seront toujours ordonnancées dans l'ordre qu'il faut. Malheureusement, pour détecter notre race condition, il faudrait qu'on soit un petit peu plus futé. Et donc il faudrait qu'on s'amuse à faire ce qu'on est en train de voir ici. Proposer des alternatives dans l'ordre de résolution. Et alternative, c'est un peu compliqué parce que ça ne veut pas dire juste mettre la première requête à la fin. Ça peut être la deuxième qui pose problème, ça peut être la troisième, ça peut en être une autre. Il va falloir tester un peu toutes les combinaisons si on veut être sûr à 100% que notre code n'a pas de problème. Alors tester toutes les combinaisons, c'est un peu dur à faire. Donc je vais vous proposer un outil. Cet outil va être en JavaScript, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Donc je suis l'auteur et contributeur principal de cet outil. Je n'ai pas mis à jour la slide là-dessus parce que c'est plutôt 2,6 millions niveau download mensuel. Donc c'est un outil de property-based testing. Du property-based testing, vous pouvez en trouver dans toutes les stacks aujourd'hui, en Java, en Scala, en C#, en C++. Il y en a dans toutes les stacks qui peuvent exister. Je vous propose une solution en JavaScript, étant donné que je vous ai présenté un test écrit en JavaScript, mais tous les frameworks il y a des frameworks de property-based testing dans toutes les stacks aujourd'hui. Qui vont vous permettre de faire plus ou moins ce que je vais vous montrer. Plus ou moins, ça dépend de leur support pour tout ce qui va être futur, promesse et potentiellement scheduling de promesses. On va s'intéresser à FastCheck qui permet de gérer ces problèmes de race condition. Et on va reprendre notre test de tout à l'heure. Donc ça, c'est le test qu'on a écrit tout à l'heure. Il n'y a rien de changé. Et on va essayer de connecter du property base dessus, ou plus précisément, de connecter une partie de détection de problèmes de race condition. Pour faire ça, on utilise un framework donc, de property based qui veut dire qu'on doit créer des propriétés. Une propriété, c'est quelque chose qui prend des générateurs de valeurs dites aléatoires, ou plutôt des valeurs qui vont être seedées, donc on va pouvoir les reproduire. S'il y a un problème, on va pouvoir relancer le même test et on va avoir les mêmes résultats. Donc là, notre générateur d'aléatoire, ça va être un scheduler. Ce générateur, il va nous permettre de sortir une valeur qui s'appelle S. C'est la valeur qui va nous intéresser, c'est un scheduler. Une fois qu'on a notre propriété, on va vouloir l'exécuter. Donc on va assert. La majorité des frameworks de property base sont basés sur un dual
property plus assert, un runner et une propriété. Des fois, il va y avoir qu'un des deux qui va gérer les deux à la fois, mais la plupart du temps, vous trouverez ce genre de pattern. Ce qui va nous intéresser, ça va être de scheduler, donc plutôt de laisser la main au framework pour gérer tout ce qui est asynchrone. Donc là, avec la ligne de code que je vous ai montré, enfin plutôt les 3 lignes de code, on est en train de dire au framework, écoute, dès que j'ai un appel sur l'API, c'est à toi de le gérer, tu choisis quand tu veux que l'API réponde. Donc ça, c'est ce qu'on a dit juste avec les deux petits trucs qu'on a rajoutés, donc la ligne 7 et la ligne 9, qui sont le seul ajout qu'on a par rapport au code initial. Et ensuite, on va devoir donner un go au framework. On va devoir lui dire, écoute, c'est bon, j'ai tout schedulé, enfin tout est prêt pour toi, vas-y. Et donc c'est ce qu'on fait avec le s.waitAll. On dit au scheduler, vas-y, tu peux y aller. Avec ces quelques lignes de code, on est capable finalement de tester des race conditions. On va voir un petit peu ce que ça donne si on lance le code, si on lance les tests. Donc là, on est un peu plus confiant, on a essayé de jouer un petit peu avec l'ordonnancement, on a utilisé un framework qui est censé gérer ce genre de problème. On va lancer nos tests une nouvelle fois, et cette fois, ça va failer. Cette fois, on a une failure. Je vais vous expliquer un petit peu comment lire ce genre de failure. Vous trouverez exactement le même genre de résultat dans tous les frameworks de property base, avec une approche qui peut être un peu différente suivant les technologies, mais l'idée est semblable pour chacun. Une première chose à noter, en général, on vous reporte, on vous expose l'erreur qui a posé problème. Donc, ce qui s'est passé de mal. Donc là, le contre-exemple, on avait demandé un scheduler. Ce qui s'est mal passé, c'est un scheduler qui s'est mal déroulé. Notre scheduler, il a vu passer 3 valeurs. Une première, qui était une requête pour n. Une deuxième, qui était une requête pour n. Vous voyez le petit numéro qui donne l'indice, l'ordre dans lequel on les a reçus. Et ensuite, on a reçu une requête pour n à n. Malheureusement, comme on le voit ici, le scheduler, il n'a pas choisi de répondre dans cet ordre, il a répondu dans un ordre différent. Donc il a répondu avec la dernière requête en premier, puis la requête numéro 2, puis la première requête. Ce que nous dit le framework ici, c'est que, étant donné cet ordre qu'on voit hop là, juste là, on a cette erreur. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir banana, qui était notre attente initiale, on va avoir 2 résultats en plus qui sont orange et pineapple. C'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure en s'amusant à le faire par nous-mêmes. Mais là, le framework va le trouver pour nous. Un truc qui est assez intéressant dans les frameworks de property base en général, je fais juste une courte parenthèse là-dessus. Vous allez avoir une site qui va vous permettre, si je remonte, hop, vous allez avoir une site dans la ligne 2 qui va vous permettre de reproduire le cas en local. Donc vous allez avoir exactement le même cas. Même si on parle de random, c'est un random qui est seedé. Donc la même chose va pouvoir se produire si vous jouez en local. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le pass ou le shrink. Le shrink, on peut voir ligne 15, un truc qui dit shrink, et ligne 2, un pass. Le shrink, c'est que le framework va tenter de réduire le cas vers quelque chose de minimal pour nous aider, nous, développeurs, à mieux comprendre le problème. Ça nous permet en général d'avoir un cas beaucoup plus simple à débugger que le gros cas qui aurait pu poser problème. Ce qui dit random dit potentiellement des cas un peu durs à analyser dans certains cas. Donc là, sur ce cas-là, il n'y a pas vraiment de complexité, on a juste 3 promesses. Mais c'est intéressant de voir ça. Ce qu'on a appliqué sur notre scheduling de promesses, donc là on s'est dit, ça serait bien de s'amuser à réordonnancer nos promesses. On peut pousser le vice un peu plus loin. On a un framework de property base, ça veut dire qu'on peut générer bien plus que juste du scheduling de fonctions. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller plus loin. Après tout, on a mis un peu de grain de folie au niveau du scheduling des fonctions, et si on allait plus loin, et si on mettait des grains de folie un peu de partout dans ce code. Alors déjà, on va remplacer expected result. Ici, cette info, elle est redondante. Finalement, on peut la calculer assez facilement. Vous verrez un petit peu pourquoi on a besoin de faire ça. Ça peut nous aider pour la suite. Ensuite, ici, on a hardcodé une query. Habituellement, quand j'ai commencé le développement, on m'a toujours dit de ne jamais hardcoder des choses. Mais bizarrement, dans les tests, on m'a toujours dit d'hardcoder les choses. En fait, ce n'est pas forcément un bon pattern. Enfin, plutôt, dans le cas du property base, on va un peu challenger ce besoin et on va dire, finalement, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une string. J'ai besoin d'une string de length minimum 1, ça c'est dans le cas de mon test, et je vais l'appeler user query. Faisons ça. Demandons au framework de nous générer une string de taille minimum 1 qu'on appellera user query. Là, il y a un autre truc qui a été hardcodé ici, les potentiels résultats. Pareil, pourquoi ne pas demander au framework de nous aider là-dessus et de générer pour nous des résultats? Ces résultats, ils vont nous permettre de potentiellement aller découvrir d'autres problèmes qu'on n'avait pas remarqués jusque-là. Donc, on va demander au framework de nous créer un tableau de résultats. Ces résultats, ils sont uniques a priori. Donc, on va créer un tableau, un set plutôt dans ce cas-là, de résultats uniques, donc de string. Et le dernier petit truc qu'on a implicitement caché dans ce code,
c'est que notre utilisateur va aujourd'hui, en l'état du test, taper les caractères un par un, attendre que tous les caractères soient tapés, et une fois que tous les caractères ont été tapés, on va résoudre les promesses. Donc on va dire au back de nous répondre. Mais finalement, un cas réel qui va vraiment se passer pour un client, c'est que notre client va taper une lettre, une requête va partir, potentiellement elle va revenir, puis une deuxième lettre, la requête va partir, peut-être pas revenir tout de suite, la troisième lettre, etc. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est finalement mettre un petit peu d'espace entre les lettres que l'utilisateur va taper et être capable, nous, de notre côté, de dire l'utilisateur a tapé une lettre, mais on a un résultat d'API entre-temps. Ou l'utilisateur a tapé 2 lettres, puis la deuxième lettre vient, puis on a une troisième lettre qui est tapée, la troisième lettre vient. On va ajouter un peu de folie là-dessus, donc on va demander au framework de mettre le typing des caractères non pas de manière les uns après les autres, tous d'un coup, mais de mettre ça comme n'importe quel événement incontrôlé. Donc tout à l'heure on parlait de choses non contrôlées, là on va prendre le contrôle sur tout ce qui est non contrôlé dans notre test, et on va essayer de voir ce qui se passe quand ces événements arrivent de manière surprenante. Et donc avec tout ça, on a mis à jour notre test, et là on a quasiment plus rien d'hard-codé. On a la fonction suggestion for qui a été hard-codée. Ça pourrait être changé, mais là dans le cadre de l'exemple, ça permet d'avoir aussi d'être capable de comprendre ce qui se passe d'un point de vue utilisateur par rapport à quelque chose qui serait généré de manière plus aléatoire. Normalement, j'avais cette slide, je l'ai zappée. Et donc là, si on lance le test, on a à nouveau détection d'un problème. Cette fois, le problème va être plus succinct, mais peut-être plus dur à lire aussi. En fait, l'utilisateur, il va avoir des résultats potentiels qui vont être limités à A tout seul. C'est la ligne qu'on voit avec juste la chaîne de caractères A toute seule. C'est les résultats qu'on a fournis, qu'on donne en all result. Ensuite, notre utilisateur va taper AB. Et là, ce que nous dit le test, c'est qu'il a il a commencé à dire à l'utilisateur de taper A. A priori, on ne peut pas commencer sans taper. Puis l'utilisateur a tapé B. Puis AB a été résolu. Puis A a été résolu. Et là, on a le bug, finalement, on voit A alors que l'utilisateur est en train de taper AB. Voilà, c'est ce que nous dit ce test. Et dans le cas de ce test en particulier, on a du shrink, donc ce qui veut dire que le framework a trouvé quelque chose de bien plus compliqué. On peut lui demander ce qu'il a trouvé de plus compliqué, mais c'est peut-être pas très intéressant. Et là, il a réduit ce cas à quelque chose d'élémentaire qui se résume à 4 tâches, et on ne peut pas vraiment descendre plus bas dans le cas de cet exemple. Une question qui m'est souvent posée quand je parle un petit peu de race condition avec cet exemple assez simple de l'autocomplete, c'est comment on peut fixer ça. Je ne vais pas donner la bonne réponse, je vais juste donner des idées de comment vous pourriez fixer ça dans votre entreprise. L'idée qui est souvent, la suggestion qui est souvent faite, c'est sûrement d'utiliser une librairie et de ne pas réinventer la roue, d'utiliser des trucs qui marchent depuis des années, qui ont eu ces problématiques et qui les gèrent pour vous. Donc par exemple React Query dans le cas d'un développement en React. Ou potentiellement d'avoir votre propre set d'outils en interne, mais tout ça pour dire ne pas l'inliner dans le code de l'autocomplete qui peut poser des problèmes. Vu qu'on est sur une conférence, on va s'amuser à le faire nous-mêmes, on va faire le cas qu'il ne faudrait pas, ou plutôt on va le faire, on va le faire à la main. C'est juste une suggestion, c'est pas la meilleure encore une fois. L'idée qui est mise en place ici, ça va être de dire dès qu'on appelle update query, on va incrémenter un compteur. On va garder l'info du compteur et de la valeur qu'il avait avant qu'on appelle l'API. Et lorsque l'API nous répond, on va regarder si notre compteur est bien avec la dernière valeur. S'il est bien avec la dernière valeur, ou plutôt la valeur qu'on attendait, on peut mettre à jour nos suggestions. Sinon, ça veut dire que notre requête a été devancée par une autre. Enfin, une autre requête est arrivée. Potentiellement, il y a d'autres options qui peuvent être mises en place. La plupart du temps, dans une application front, on va recommander de cancel les requêtes. Donc, plutôt que de laisser la requête tourner, on va cancel les requêtes précédentes, histoire d'éviter de taper un peu trop fort le back-end. On va aussi conseiller de debounce, donc de mettre un peu de timing entre le moment où l'utilisateur tape la lettre et l'appel effectif. Il faut savoir que le debounce ne corrige pas le problème de race condition, il le rend juste moins probable, mais ça n'empêche que le problème existe toujours à la fin. Donc voilà une idée de fixe. Si on veut récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu pendant cette présentation, tout d'abord, les race conditions, ça a un impact sur nos utilisateurs. Ça peut avoir un impact direct. Nos utilisateurs peuvent avoir vraiment des séquelles derrière, si on repense à l'exemple
un peu triste dont je vous ai parlé au début. Mais sinon, la plupart du temps, ça va avoir un impact sur les utilisateurs. Par exemple, dans le cas de l'autocomplétion, si le champ d'autocomplétion se comporte bizarrement, on va potentiellement pas être très confiant pour rentrer des codes de carte bleue derrière. La clé qu'on a utilisée pendant toute cette présentation et qui n'a pas besoin de framework particulier pour faire ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel stack, c'est juste que c'est assez manuel, ça va être de réordonner les choses. Donc réordonner, s'amuser à mettre les promesses les unes par rapport aux autres. C'est une solution si on veut snapshotter un petit peu l'état de ce qui peut poser problème. Nous, ce qu'on a vu ici, c'était d'avoir un outil pour nous aider, parce que le faire à la main, ça coûte cher, ça prend du temps, et puis, comme tout humain, on ne pense pas à toutes les possibilités. L'avantage d'avoir un outil qui le fait pour nous, c'est qu'on va être capable d'avoir des cas qui vont tomber et qui vont nous dire « Ah bah tiens, j'ai un problème là-dessus quand j'ai cet ordre particulier », ordre auquel on n'aurait potentiellement pas pensé. L'idée du random, on peut la pousser bien plus loin. On peut appliquer ça sur tous nos tests finalement en se disant les valeurs hardcodées de mes tests, est-ce qu'elles ont lieu d'être hardcodées ou est-ce que je peux potentiellement demander à quelqu'un un coup de main pour générer ces valeurs pour moi et être capable d'écrire quand même des tests qui vont tester quelque chose. Et c'est tout pour cette présentation. Donc le framework que je vous ai présenté, c'est FastCheck. Le mot-clé à retenir, je pense, si vous ne faites pas de JavaScript ou TypeScript ou tout autre stack qui transpilerait vers JavaScript, c'est Property-Based Testing. Et après, vous pouvez me retrouver sur GitHub ou Twitter, X, comme vous voulez. Et voilà, donc Pigment où je travaille, il y a le blog qu'on vient de publier. Donc c'est juste pour ça que j'ai mis le lien, mais voilà. Ouais, il y a le micro qui arrive normalement. Alors, c'est qui? Alors, c'est une petite question un peu bête, hein, peut-être. Le fast-check, le scheduler, il randomise un peu l'ordre du coup d'exécution des requêtes, enfin des retours surtout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que le scheduler en random remette l'ordre d'origine et auquel cas le test passe? Ouais, alors le principe du property base, théoriquement, c'est qu'on va lancer le test en général une centaine de fois. Dans le cas. Donc, vos tests sont tournés plusieurs fois. Je ne l'ai pas dit là parce que ça prend un peu de temps à expliquer. Donc, l'idée du property base, c'est qu'on va lancer les tests plusieurs fois. C'est un peu comme du fuzzing, mais en fenêtre plus limitée. Et donc, il est possible que cet ordre particulier retombe. Mais ça ne sera pas très grave. Vos utilisateurs, ils ne l'auront pas. L'avantage, c'est que si vous allez le trouver, la philosophie derrière, c'est de se dire je préfère que ce soit moi qui ai le problème de flackiness. A priori, mon code ne devrait pas être flaky. Ça trouve assez vite les bugs en règle générale si vous essayez. Je préfère que mon code soit flaky, entre guillemets, en QA, que avoir mes clients qui se plaignent d'un vrai problème et que je ne puisse pas l'investiguer. J'exagère un peu le cas, mais c'est un peu l'idée. Dans l'ensemble, dans les frameworks de property based, en une centaine de tests, il n'y a pas de problème. On trouve très très régulièrement les problèmes clés. Les seuls cas qui vont poser des vrais problèmes, c'est si vous avez hardcodé une chaîne qui est Toto, il y a très peu de chances que le framework arrive à sortir Toto directement. Mais dans l'ensemble, tout ce qui est cas classique, les frameworks sont taillés pour aller chercher ces cas particuliers. Dans le cas de FastCheck, par exemple, on va aller chercher et les cas classiques de software engineering, donc les -1, les 0 et compagnie, mais également les cas chaînes qui sont comme proto en JavaScript, qui sont connus comme étant des sources de vulnérabilité. Voilà, tout ça pour dire que normalement, c'est censé trouver les problèmes plus rapidement. Ouais. C'était qui le premier? C'était là-bas. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Déjà, merci pour la présentation, c'était clair. J'avais une question, justement, tu parles du fait d'aléatoriser un peu les valeurs de la propriété. Et du coup, il y a un truc qui me paraît important, notamment dans des tests, c'est la reproductibilité. Donc, tu parlais d'une seed. Par défaut, c'est quoi? Ça génère vraiment aléatoirement. Dans quelle mesure on peut réutiliser en fait la seed de départ pour être sûr de reproduire tout le temps les mêmes tests? En fait, du moment que tu as donc le test, dès qu'il va failer, va te reporter une seed, ça c'est sûr. Dans tous les frameworks, il te reportera la seed. Normalement, dans tous les frameworks, alors je vais peut-être parler plus pour le mien, à partir de cette seed, tu es capable à 100% de reproduire la même chose. Il n'y a pas d'aléa sur l'aléa.
C'est-à-dire que du moment que la seed est là, les générateurs d'aléatoires qui sont utilisés dans le cas de FastCheck, par exemple, c'est des PRNG, des classiques, des pseudo-random number generators, qui vont être seedés avec une seed et on va finalement tirer dessus progressivement les valeurs qu'il faut. Donc normalement, il n'y a pas de problème de reproduction. On peut toujours reproduire étant donné la seed en ayant fixé la mineure, on va dire, suivant les stacks qui vont être utilisés. Ça dépendra des frameworks, soit la mineure, soit le patch, enfin, bref. Mais du moment qu'on a la même version qui tourne, peu importe l'OS dans le cas de FastCheck, par exemple, qui va pouvoir tourner sur du Mac, sur du Windows, sur du Linux, ça va trouver les mêmes problèmes avec la même seed. Merci. Alors, je suis désolé, le temps est écoulé. Alors pour les questions, ce sera à l'extérieur, s'il vous plaît. Merci.